Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Android.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test du Motorola Moto X Play. Donc, c'est un téléphone de milieu de gamme qui était vendu à sa sortie à 379 €. Depuis sa sortie, le téléphone a pas mal baissé. Il est plus aux alentours des 300 €, ce qui est plutôt une bonne baisse. Malgré ce prix-là, il est quand même pas très intéressant pour diverses raisons, notamment en comparaison du Moto X 2014 et même de, par exemple, je pense au Zuka Z1 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est donc une filiale de Lenovo, sachant que Motorola aussi appartient à Lenovo. Eh bien, il a quelques petites qualités, mais vraiment beaucoup de défauts, sachant que quand on voit ses concurrents directs, qui sont par exemple le Redmi Note 2 en import ou le Honor 7 directement chez nous, entre autres, et le Zuka et bien d'autres, eh bien, il n'est pas très intéressant, il a beaucoup de défauts. C'est un téléphone qui, pour moi, en fait, se retrouve un peu, comment expliquer, voilà, en fait, il était là pour mettre un téléphone entre le Moto G et le Moto X. Donc le Moto X Play est arrivé. Malheureusement, il y a trop de choses qui manquent pour que ce téléphone soit un vrai Motorola. Donc pour moi, c'est pas un vrai Motorola, c'est un Motorola raté. Après, ça reste un bon téléphone sur certains points, notamment ceux qui veulent du Android pur avec une bonne autonomie. On passe tout de suite au test. En termes de design, l'appareil a plutôt une façade qui est plutôt réussie, notamment grâce aux haut-parleurs qui sont bien, comment dire, qui sont bien meilleurs niveau design que ceux du Moto X 2014 et 2015, donc le Moto X Style. La façade est assez sobre, mais très sympathique. Elle donne, je trouve, un rendu très très classe en fait. Les deux haut-parleurs donne un rendu qui est vraiment excellent, le côté un peu arrondi et tout. Je trouve qu'il impose, et en plus de ça, les bords de l'écran est légèrement incurvé, qui donne une petite classe supplémentaire. Ce qui me déçoit, c'est surtout autour. Alors, c'est très bien fini, c'est de très bonne qualité. Le problème, c'est que ça fait pas du tout européen. Ça se remarque tout de suite. En fait, il a un look de baroudeur. Autant il a un look super classe devant, autant au dos et sur les côtés, il a un look de baroudeur qui tranche quand même pas mal avec le Moto G et le Moto X 2014 et Style, qui sont beaucoup plus classe, plus fin, entre guillemets, parce que ça fait pareil pour moi, ça fait très grossi en fait, et sur le Moto X 2014, c'est beaucoup plus fin. Donc je vous invite à regarder le test du Moto X 2014 pour mieux comprendre. J'avais été très étonné et j'avais réellement apprécié le design du Moto X 2014. Là, ce dos-là, en plus, ce dos-là, ça fait vraiment baroudeur, on a l'impression qu'ils ont pris un pneu et qu'ils l'ont mis là, et c'est problématique parce que le problème, c'est qu'on a que ce type de design possible sur Moto Maker et donc vous avez plusieurs coloris mais c'est tout. Et je trouve que ça vient tout casser. L'autre souci, c'est cette espèce de bordure vraiment énorme autour de cette coque qui vient encore plus mettre l'accent sur le fait que c'est un téléphone de baroudeur. Alors certes, il a 3600 mAh, mais il n'empêche que le côté design est assez important et ça fait vraiment pas européen, entre guillemets. On sent vraiment que c'est un truc de baroudeur et j'avais parlé avec Motorola de ça et c'est vrai qu'ils étaient d'accord avec moi par rapport surtout à la coque. Malheureusement, ils ont essayé de négocier pour avoir d'autres coques et ça n'a pas été possible. Donc malheureusement, c'est vraiment problématique. Donc on va quand même faire un tour du propriétaire pour le présenter, même si ça reste globalement tout ce qu'on voit sur un Moto X jusqu'à maintenant. Donc on a sur la droite le bouton volume qui est en bas et le bouton power en haut, qui est d'ailleurs strié pour bien le reconnaître. Il se reconnaît d'ailleurs très très facilement, mais ça c'est perturbant au départ, puisque au départ en fait on a plus l'habitude d'avoir ce type de configuration là qui est assez répandu. J'ai un autre téléphone à porter qui est le Oppo R5, et on peut voir, hein, c'est assez étrange en fait de voir cette inversion de boutons pour j'ai pas la raison en fait, je sais pas pourquoi ils préfèrent cette façon là. Après c'est pas problématique en soi, mais c'est différent et moi je préfère quand même le bouton power en bas qui est plus utilisé, alors que le bouton volume, parce que le but en fait c'est d'avoir le bouton volume ici, alors que c'est plus le bouton power qui devrait être en premier. Donc on a au-dessus ensuite le bouton jack avec le port SIM. Port SIM, donc on va faire un petit tour. Alors, ce qui est dommage aussi, on va retirer la coque après, mais ils auraient pu faire quelque chose de plus discret plutôt que ça, parce qu'en plus de ça, comme c'est dans un espèce de plastique et puis que c'est assez grossier, comme je l'ai déjà dit, ça ressort beaucoup et ça casse un peu le design, alors qu'ils auraient pu avoir quelque chose de plus discret. Par contre, sur ce truc-là, donc comme le fait qu'il arrondit, ils en ont profité, vu que c'est un petit peu épais, pour faire quelque chose qui est très
très sympa, je trouve. Donc on a deux ports nano SIM, plus en dessous un port SD, c'est-à-dire que vous pouvez avoir à la fois du dual SIM et à la fois une carte SD, ce qui est plutôt ingénieux, puisque aujourd'hui la plupart des dual SIM c'est soit deux SIM, soit une SIM et une carte SD. Là ils ont réussi à faire les deux de façon intéressante. En général de toute façon c'est ce que proposent en fait les appareils, sauf que là ils ont bien mis une différence ici, très nette, et qui permet de mettre les deux. Et je trouve ça vraiment très très appréciable, puisque avoir les deux c'est très rare d'avoir cette possibilité là. Alors soit on est sur du chinois type Xiaomi, donc où on peut avoir donc en fait il faut avoir une coque amovible, et j'aurais préféré pour que ce soit plus discret, donc ici on a cette possibilité là, mais le fait qu'on l'ait sur des trucs comme ça, bah là par exemple dans l'autre Lopo il n'a que un port SIM, donc ce sera pas intéressant. Donc ça c'est le petit truc qui est quand même sympa. La prise jack, donc ils ont voulu faire quelque chose qui soit symétrique, donc au centre, pour que ce soit bien, voilà, donc tout au centre ici et ça. Alors par contre, chose que je ne comprends pas, alors ça reste plutôt pas trop dégueulasse, mais pourquoi le Motorola est aussi bas? En fait, je trouve que cette barre là est légèrement trop longue, ce qui fait que ça fait un peu défaut. Alors après, sur l'ensemble de l'appareil, ça rend plutôt pas mal, mais on sent que c'est un petit peu trop étiré, je trouve. Donc ça reste de l'ordre du détail, mais on y reviendra sur la coque après. À gauche, nous avons rien du tout. En bas, nous avons le port micro USB. Donc ça reste du micro USB du classique, c'est pas du type C. Et voilà. Alors ce qu'il y a aussi qui fait que ça fait un peu plus grossier, c'est qu'on a cette petite partie, alors je vais rediriger la lumière, ce sera mieux, le fait qu'on ait tout au bord en fait cette partie, en fait la partie écran, en fait la partie châssis, derrière cette coque en plastique qui ressort beaucoup, et ça casse aussi je trouve par rapport au Moto X 2014 aussi, notamment. Parce que le style est quasiment la même chose, hein. Le style c'est la même chose. Ça fait vraiment grossier en fait, on sent qu'il y a eu une réduction des coûts par rapport au design, et ça sent peut-être un petit peu trop. Alors apparemment aux USA ça plaît, mais ici malheureusement ce n'est pas le cas. Alors pour enlever ensuite la coque, vous avez donc une entrée ici. Alors est-ce que je vais y arriver? Et forcément j'arrive pas. Ok, très dur à enlever. Forcément. Donc, après, il n'y a pas grand chose à voir, mais en gros, c'est une coque qui peut s'enlever, où on a juste ça. Mais ça aurait été mieux parce qu'on aurait pu avoir la carte SD et tout. Je pense ici, il aurait pu y avoir autre chose de fait pour pouvoir cacher ça. Bon, en tout cas, on peut voir que quand on n'a pas d'ongle, pour l'enlever, autre défaut, pour l'enlever, on peut pas l'enlever. Il est trop bien tenu. Donc ça c'est une chose à savoir. On a le micro secondaire qui est ici, enfin non, le micro primaire ici pour répondre aux appels, donc c'est assez étrange, et le micro secondaire qui est ici, qui est un peu discret. Mais ça se ressent en fait, le plastique, on a l'impression qu'il a été moulé, mais de façon vraiment grossière, parce que c'est dans la façon en fait que c'est coupé, on va dire, que au niveau des angles, que ça fait très grossier. Et c'est vraiment dans l'ensemble, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on a un contraste total entre le dos et l'avant de l'appareil. Après, petit souci, ça que je redis à chaque fois au niveau des haut-parleurs, c'est qu'on a tendance à voir toujours des poussières, des miettes, etc. qui se mettent dedans. Et bien sûr, donc les traces de doigts. Donc on peut voir qu'il prend facilement aussi les traces de doigts. Donc voilà, en général, ça, c'est le truc qui fait assez dégueulasse assez vite à cause des poussières, ça on n'y peut rien. Donc c'est un peu le truc dommage. Pour le son, on y reviendra, mais aussi c'est pas de la vraie stéréo. Je préfère vous le dire tout de suite. On a aussi le capteur de proximité et ici la caméra. Chose qui me manque énormément, j'en reparlerai sur la surcouche, c'est le vrai Active Display, puisque il manque l'Active Display, là il se réveille même pas. Sur le Moto X 2014, on avait des petits points, donc ça j'en parle aussi dans le test, surtout qui était en blanc, donc on le voyait très bien. Des points qui permettaient en fait, des espèces de capteurs de proximité qui permettaient de passer le doigt par exemple pour le réveiller, pour regarder si on avait des notifications. On avait la possibilité, voilà, dès qu'on le prenait, ça le réveillait, comme là, sauf que sur celui-là c'est plus difficile, j'en reparlerai sur la partie surcouche. Il y a trop de manquements, et pour moi c'est l'un des plus gros manques en termes de design là-dessus, et ce qui fait que pour moi c'est pas un vrai Motorola, et je vais l'expliquer tout au long du test. En termes de surcouche, on se retrouvera avec Android 5.1. Alors
Le souci que j'ai avec cette surcouche, c'est que malheureusement, elle n'est pas non plus à l'honneur de ce que je trouve pour moi du côté de Motorola. Il y a des problèmes. Donc on est sur la version 5.1.1. Il faut savoir que c'est du Android 32 bits à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi il est en 32 bits. C'est un véritable mystère, donc je suis à jour, comme ça on le sait. Au-delà de ça, on se retrouve avec du Android pur, à part deux trois retouches de chez Motorola. Donc pour illustrer tout ça, donc on a Moto qui rassemble tout ça. Donc on a bonjour Andrew Games, vous voyez, c'est la classe et tout. Donc on peut lui demander, donc c'est tout simplement comme OK Google, donc sauf que là c'est donc voilà, si je fais OK Google, comme d'habitude, avoir le OK Google. On a OK Moto, si je comprends bien, si je dis pas de bêtises. On a le Connect, je passe rapidement dessus, qui va permettre, donc, hop, je reviens dessus. Oui, d'accord. Connect, on peut donc ajouter des appareils pour tout simplement tous les appareils que nous avons. Boutique, on a mis une petite boutique, ça peut faire plaisir aux gens. Donc au-delà de ça, pendant que ça charge, en fait, donc c'est pour acheter par exemple les montres, c'est pour acheter des petites choses comme ça. Vous pouvez ensuite, voilà. Et vous voyez, en fait, ce que vous venez de voir en plus, c'est ce qui se passe vraiment. Alors, c'est pas ça que je voulais, mais voilà, on a le souci en fait que le téléphone est vraiment pas fluide. Et ça, alors c'est pas le téléphone en lui-même. Je pense que le problème c'est à la fois le fait qu'ils sont en 32 bits et à la fois le processeur qui n'est pas extraordinaire du tout. Malheureusement, je déchante beaucoup malheureusement par rapport au Snapdragon 115, mais même si on n'y est pas encore, c'est lié. Au niveau des gestes, on peut juste secouer pour photographier. On y perd beaucoup. L'assistant, donc ça, donc j'en parlais, donc qui va permettre de localiser par rapport à ça. Donc il se met en sommeil automatiquement, chose plutôt sympa. On peut ajouter donc une activité au volant, etc. Donc, qui peut permettre automatiquement de choisir. Voice, j'écoute et je réponds, donc Moto Voice. Donc ça, le truc classique. Donc en fait c'est OK Google. Écran, donc on a l'écran AC Display, mais le problème du AC Display, autant sur le Moto 2014 mais je trouvais que c'était juste génial, c'était vraiment ultra utile et efficace. Le problème sur celui-là, c'est que donc on n'a pas la possibilité donc de checker ses notifications en passant son truc devant. Il nous manque le gyroscope, ce qui fait que pour le réveiller normalement en Moto X 2014, vous faites ça le réveille. Mais là, pour le réveiller, bah, il se réveille pas. Et c'est au petit bonheur la chance. Donc là, il s'est réveillé. Vous voyez, j'ai fait la samba, il s'est réveillé. Et c'est tout le problème, c'est que le gyroscope est ultra imprécis pour réveiller le téléphone. Donc si je fais ça, voilà, j'ai appuyé sur le bouton déverrouiller. Ah non, mais il réagit pas. Il n'a aucune réaction et c'est super chiant au final. Tout l'intérêt de AC Display disparaît complètement. Et en plus de ça, on a un écran qui est malheureusement, c'est plus de la MOLED. Alors c'était annoncé AMOLED, mais ce n'est pas de la MOLED, c'est de l'IPS. C'est une grosse blague. Et résultat, AC Display n'est plus aucune utilité, je trouve, sur cet appareil. Et tout l'intérêt du moto, tout ce qui faisait pour moi l'intérêt d'un Motorola, c'était à la fois AOSP. Enfin, Android pur, et ces fonctions-là. Et ces fonctions-là sont complètement absentes en fait. Donc là, je suis extrêmement dégoûté. Comme j'ai dit, donc le processeur en lui-même, il est pas top, donc ce qui fait que ça rame. Au-delà de ça, on a l'appareil photo très simple, on y reviendra, puisqu'il est très simple d'utilisation. Ensuite, nous avons, on a Connect qu'on a vu tout à l'heure, non, ça on s'en fout. On a Migration, chose très sympa qui a été mise en place par Motorola. On peut choisir de transférer les données, vous avez un nouvel appareil. En général, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout transférer manuellement, via un PC, micro SD, etc. Là, vous avez la possibilité d'envoyer donc vers ou depuis. Donc, vous pouvez même envoyer sur un autre appareil. Il n'y a pas en plus, il n'y a pas de choses particulières, hein, c'est-à-dire que c'est utilisable par tout le monde pour n'importe quel appareil et qui va permettre de transférer toutes les données. Donc pas les applications, je crois pas, j'avais essayé l'autre fois, après ça dépend je pense des versions Android, mais en tout cas d'avoir tout ce qui est contact, documents, musique, etc., ça va tout remettre. Donc c'est
choses qui peuvent déjà simplifier la vie. Au-delà de ça, après, donc l'appareil utilise essentiellement, comme vous pouvez le voir, les services de Play Music, de Google tout simplement, ce qui fait qu'on se retrouve avec un minimum de choses, et ça c'est plutôt sympa. C'est même très agréable d'avoir quelque chose de très épuré. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est que on se retrouve avec quelque chose d'incomplet pour moi pour un Motorola. Donc l'intérêt en fait d'avoir ce téléphone déjà, c'est pas d'avoir la surcouche Motorola, c'est juste d'avoir du Android pur sans avoir besoin d'un Nexus et d'avoir un Android pur de qualité. C'est quand même ça, les mises à jour sur les lacs que j'ai de temps en temps, parce que je revienne dessus. Je déteste. Le fait qu'il rame comme ça, c'est par moment en fait. Donc c'est-à-dire que vous allez l'allumer, il va très bien tourner, vous le mettez en veille quelques heures, puis vous le redéverrouillez, puis là ça rame, et enfin c'est pas que ça rame en fait, mais c'est que c'est pas fluide du tout. Et pour ceux qui sont très exigeants en termes de fluidité, normalement Android Pure est là pour répondre à cette exigence. Et là le souci c'est que parfois il a un comportement assez erratique, assez aléatoire, et il va ramer sur tout et n'importe quoi. On va être sur du 20 fps, ça va ultra saccadé, et vous allez prendre quelques heures plus tard, et là tout va aller bien, tout va être fluide. Et ça c'est la deuxième gros point noir, je trouve, qu'il y a sur ce téléphone, c'est ça en fait, c'est que la surcouche n'est pas parfaite. Alors certes elle est de très bonne qualité de ça, mais c'est le processeur qui est erratique et qui donne un rendu vraiment beaucoup moins intéressant. Donc ça c'est le souci. Donc au niveau de l'écran, nous avons donc un écran de 5.5 pouces 1080p. Alors par contre c'est un écran IPS et non AMOLED. Alors c'est pourtant ce qui avait été dit au départ, ce serait donc de l'IPS, de l'AMOLED au départ. Et finalement non, c'est de l'AMOLED. Donc c'est une mauvaise surprise pour moi. Pareil, je suis assez dégoûté parce que j'avais l'habitude des AMOLED, ils les ont abonnés au profit de l'IPS, donc un IPS qui reste tout de même de très bonne qualité, notamment ses contrastes. Alors malheureusement j'ai plus le Honor 7 pour comparer parce que donc c'est un écran IPS Neo qui a un très très bon contraste et de très bonnes couleurs, mais celui-là se défend encore mieux en termes de contraste. Et c'est assez étonnant. Alors en termes de couleurs, vous avez normal ou vif si vous préférez, donc à vous de choisir donc le mode normal pour avoir des couleurs plus réalistes, mais certes plus ternes. Mais ce qui est assez bluffant déjà, c'est tout de même ces contrastes. Donc j'ai comparé, alors la comparaison malheureusement avec le Redmi Note qui lui a un peu une faiblesse, même s'il se défend bien, il a une faiblesse en termes de contraste, ça se voit déjà comme ça. Avec l'IPS Neo du Honor 7, c'est un peu plus réduit, mais il est quand même meilleur. Donc c'est c'est vraiment très bon là-dessus. En plus de ça, il a de très bonnes couleurs. Donc ça, c'est vraiment agréable. Donc c'est un écran qui en plus, donc au niveau des angles de vision est très bon, comme vous pouvez le voir. Il a juste, donc comme tout IPS, il a une légère tendance à blanchir, mais c'est très léger. Mais c'est un écran qui est vraiment de très très bonne qualité. Ils n'ont pas choisi n'importe quoi. Alors par contre, le souci, c'est comme je l'ai dit, c'est qu'on va pas profiter d'AC Display, puisque l'intérêt d'AC Display était qu'avec la molette, seulement les pixels blancs s'allumaient. Et donc, alors, est-ce que je vais arriver à... Non, je ne l'ai pas photographié, mais c'est pas grave, ça permet de montrer. Voilà. Donc en fait, normalement, ce que vous voyez là, d'ailleurs, ça tenait beaucoup plus longtemps sur de la molette, ça permettait juste d'économiser de l'énergie, mais voir ces notifications, même écran éteint, c'était très très pratique. Ici, c'est malheureusement pas très utile, puisque on va pas profiter de l'intérêt de la molette, et c'est vraiment dommage. Mais au-delà de ça, c'est un bon écran, mais pour moi, c'est pas un écran qui était basé pour être sur un Moto X. Ni le Style, parce que le Style a le même, ni le Play, même si le Play, malheureusement, déjà, il est déjà amputé d'une bonne partie de tout ce qui donne l'intérêt d'AC Display. Donc, à part ça, voilà, c'est un bon écran, mais c'est pas ce que j'attendais pour un Moto X. Au niveau du son, par contre, ce Moto X ne faillit pas à sa réputation par rapport à l'ancien Moto X. Il a une très bonne sortie son, de très bonne qualité, c'est très clair, très neutre. On a vraiment une très très bonne qualité de son. Alors là-dessus, j'ai pas grand chose à dire. On a les réglages qui est proposé par Android Pure, qui ne sont certes pas extraordinaires, mais il y a quand même une certaine évolution par rapport aux anciennes versions Android où l'intérêt était vraiment très limité.
on va aller sur une autre musique en même temps. Donc ça c'est vraiment c'est pas une surprise, mais c'est ce que je m'attendais. Et je suis très content de pouvoir et de pouvoir écouter de la musique là-dessus. En fait, c'est de la très bonne qualité. Donc, si vous voulez avoir une bonne sortie son sur un appareil, eh bien, il remplira parfaitement son rôle. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Au niveau du haut-parleur, donc on se retrouvera quand même avec un haut-parleur de très bonne qualité, très performant, très puissant. Il manque un peu de basse bien sûr comme tous les haut-parleurs. Mais le souci c'est qu'il est uniquement mono. Et ici comme l'ancien Moto X c'est pareil, il n'est pas stéréo. Et je comprends pas pourquoi. Ils ont implanté deux haut-parleurs mais ils n'ont pas fait en sorte que les deux ça fasse stéréo, ce qui aurait permis de rentrer dans la gamme de ceux qui sont stéréo. Il faut savoir que le X-Style, lui, l'est, et je comprends pas pourquoi le X-Style l'est, mais pas le Play. Surtout que je pense pas que ça coûte hyper cher d'implanter un deuxième haut-parleur de qualité correcte. Donc c'est un petit peu dommage. Après, donc il n'y a pas d'amélioration particulière du son. De base, le son est de très bonne qualité, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment agréable. Après, est-ce qu'on a accès je sais plus, effet sonore. Voilà. On a même la possibilité de gérer haut-parleur donc en basse dynamique, basse extrême, et on a stéréophilaire, donc classique, mais par contre un peu compliqué. Donc on a le profil, on a le surround, si vous voulez, et l'égaliseur. Donc, et on peut choisir donc ce que vous voulez, et ensuite on peut bien sûr régler comme on veut. Donc, si on fait basse extrême, hop. Les basses sont un peu plus présentes, ce qui manque un petit peu. Mais en tout cas, le haut-parleur en lui-même est de très bonne facture, donc ça qui est vraiment agréable, c'est qu'il délivre vraiment un bon son. Et c'est quand même assez agréable d'avoir un haut-parleur en façade. Dommage qu'il n'y ait pas les deux. En termes d'appareil photo, on se retrouvera avec un appareil photo de 20 mégapixels. Exactement, c'est un IMX 230 que l'on retrouve aussi sur le Honor 7. WhatsApp commence à me saouler. Donc c'est le même que celui sur le Honor 7 et on va se retrouver avec les mêmes problèmes que le Honor 7. Par contre, il y a un avantage que a le Honor 7 que n'a pas le Moto X. Alors, le Honor 7 a le droit au au détecteur de phase ultra rapide. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire la mise au point très rapidement. Ici, c'est pas le cas. Il est plus lent là-dessus et il est plus lent à prendre des photos. Aussi, le souci de cet appareil, c'est que niveau photo, il sera moins bon que son homologue, le Honor 7, tout en ayant les mêmes défauts que lui, c'est-à-dire de blanchir les photos, quelque chose qui m'exaspère de mon côté, à vouloir toujours tout blanchir, donc ce qui fait qu'un coucher de soleil où c'est censé être tout jaune, c'est tout blanc. Donc des photos justement, on va aller en regarder. Donc au niveau de l'application photo, je vais juste revenir dessus. Comme vous pouvez voir, en fait, quand je fais des photos, on ne peut pas faire de mise au point au départ. Il faut aller ici pour les activer. En fait, il faut déplacer le curseur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le placer. C'est-à-dire que si vous faites ça, ça va déclencher la photo. Il faut déplacer le curseur. Et après, vous pouvez régler la luminosité, comme vous pouvez voir. Donc après, à vous de voir. Donc assez limité. Si vous voulez quelque chose de plus complet, vous avez sinon l'appareil photo de Google. Vous avez aussi le mode du si vous voulez. Le mode HDR, il est en automatique. Donc selon les besoins, vous avez donc flash auto désactivé, etc. En termes de caméra, vous avez la possibilité de mettre soit en slow motion, alors 540p, c'est assez limité, là où normalement d'habitude ça fait du 720p voire 1080, c'est assez étonnant. Sinon vous avez du 1080p. Comme vous voyez, les réglages sont très très limités. On a juste droit au maximum. On a la possibilité, donc là j'ai pas de la carte SD, mais on a la possibilité, là on a les panoramas, là on a la possibilité de mettre sur la SD, localisation, son, et de le déclencher en faisant comme ça. Donc c'est vraiment limité en termes de choses. Donc si vous voulez quelque chose de plus complet, voilà, il faudra se tourner du côté de l'appareil photo de Google qui sera un peu plus complet. Celui de façade, donc il est plutôt correct. Il faudrait que j'évite de quitter. Et voilà, forcément. Et donc on se retrouve ici avec moi devant. Coucou. Alors, vous ne voyez pas.
Alors vous voyez la petite chose que a implanté Apple avec son flash, tout ça, blablabla, qui en fait des caisses. Bah, vous voyez Motorola là, ici inclus avant, donc chose à savoir. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'écran va devenir blanc, il va éclairer un peu mieux votre visage. Donc si vous êtes dans un endroit sombre, eh bien forcément, ça vous mettra dans de meilleures conditions. Hop. Donc là, on peut voir. Donc on peut voir au niveau qualité, bon c'est pas extraordinaire, il y a quand même du grain, les autres appareils photo s'en sortent mieux. En termes de comparaison sur l'ensemble des photos, en gros il est moins détaillé que le Redmi Note 2, un petit peu moins, et il a le même souci, donc comme je le disais, je vais arriver, de blanchir toutes les photos qu'il voit. Celle dont j'avais parlé déjà avec le Honor 7, c'était pas celle-ci. Je la retrouve plus. Forcément. Je la retrouve plus. Ah, elle est où? Ah bah, il m'a enlevé des photos. Ok. Parce que j'avais fait une photo. Je ne sais plus où. Ennui, c'est pas terrible. Vraiment, c'est de mauvaise qualité. Le Redmi Note 2, j'avais pas trop apprécié, mais alors lui, il est vraiment la ramasse. En fait, le problème, c'est que pour l'instant, la partie logicielle n'arrive pas trop à suivre et reste en net retrait face à ces deux trucs. Il y a beaucoup de grains, comme vous pouvez voir. Ici, on peut voir pas mal de grains. Euh, on a vraiment un retrait en termes de performance de photo, j'ai envie de dire, sur tous les points, et donc il n'est pas à la hauteur de ses concurrents, et surtout du Honor 7, vu qu'il a le même capteur, bah, il reste quand même bien en deçà. Donc ça, c'est vraiment dommage. En espérant que ça s'améliore, et ça a déjà été le cas pour le Moto X 2014, ça devrait s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles mises à jour, donc en espérant que ça réagisse bientôt. En termes d'autonomie, on se retrouve donc avec une batterie de 3600 mAh, ce qui est pas mal du tout. En face, celui au niveau du prix de sortie qui avait la même chose, c'était l'Honor 6 Plus. Je suis un petit peu moins impressionné que l'Honor 6 Plus, peut-être parce que je l'en avais mis un peu plus dans la gueule à ce moment-là, mais la batterie du Moto X-Play est pas mal du tout. Alors par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que en étant sans SIM, il consomme plus qu'en étant avec SIM, donc c'est assez étrange. Hop. C'est vraiment très étrange. Tac, non, laissez-moi tranquille. Je veux faire mon test. D'accord. On va pas chercher les notifications prioritaires chelou. J'ai pas du tout compris ça, mais c'est pas grave. Petite parenthèse. Donc je disais, au niveau de l'autonomie, on sera environ à 6 heures, 7 heures minimum. Alors après, selon votre utilisation, ce sera peut-être un peu moins, GPS, etc. Mais dans l'utilisation classique, c'est-à-dire réseaux sociaux, un petit peu de jeu, un peu de 4G, un peu de Wi-Fi, tout en restant toujours connecté, hein, c'est bien ça que je veux dire. Ce sera 6-7 heures, vous pouvez atteindre voire les 8, voire les 9 heures si vous êtes complètement en Wi-Fi, avec une bonne restriction au niveau de la luminosité, des choses pas trop gourmandes, vous pouvez atteindre une très bonne autonomie, donc ça reste quelque chose de très intéressant, même si c'est pas aussi intéressant que ce que je pensais par rapport au processeur, il consomme un peu plus que ce que je pensais, et je pense que si on avait eu de l'AMOLED, on aurait eu une autonomie quand même bien supérieure. Donc ça, c'est le truc un peu dommage, c'est que je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais déjà l'autonomie est déjà très bonne, on a une bonne sécurité en termes d'autonomie, ça fait pas de mal, et peut-être quand 6.0 arrivera, on aura encore une meilleure autonomie. Donc ça, ce sera à voir avec les futures mises à jour. Malheureusement, j'aurai sûrement plus le téléphone à ce moment-là, mais en tout cas, l'autonomie est très bonne et devrait s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour, connaissant Motorola maintenant un petit peu mieux. En termes de benchmark, on se retrouve avec 35 890 points. Alors, heureusement, ça fait mieux cette fois-ci. Je l'ai recommencé juste là et j'ai eu du bol. Alors, on peut voir qu'il est en net retrait par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, chose à savoir, c'est que d'habitude, sur les benchmarks, je faisais 25 000 points. Et je sais pas du tout pourquoi. Il y a un truc qui fait que les performances sont en net retrait. Alors pourquoi? Donc on va aller dans Info. D'ailleurs ils ont modifié maintenant, on a droit à tous les derniers, c'est bien, ça a été mis à jour. Donc on se retrouve, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un Android en 32 bits.
alors qu'on est en 5.1.1, ce qui est assez étrange, ce qui fait que déjà on a des performances moindres puisque le processeur lui ne tourne qu'en 32 bits. On a donc un processeur Snapdragon 615, donc en 4 fois 1,7 et 4 fois 1,2 GHz, si je dis pas de bêtises. Un Adreno 305, 405 par contre en rendu, donc quelque chose de plutôt correct. Donc une caméra arrière de 20 mégapixels. RAM, on a du 2 Go, stockage système donc 16 Go. Ouais, c'est ça, donc du 1,7 GHz, 1651 pour être exact. Donc c'est un processeur qui m'a quand même pas mal déçu. Donc pour avoir eu ses homologues Helio X10 et le Kirin 935 qui sont très proches en termes de performance globale, le Snapdragon 615 peine à, en termes de processeur principal, il est complètement à la ramasse. On va revoir ça sur Geekbench. Et le processeur graphique, lui, tient un peu mieux, mais reste en retrait. Alors, il est mieux que le Kirin 935, mais moins bon que le Helio X10 qu'on peut retrouver sur le Redmi Note 2. Pour ces résultats, vous pouvez regarder les tests du Honor 7 et du Redmi Note 2 pour mieux comprendre, mais j'ai été déçu en tout cas. Donc, en termes de performance sur Geekbench, on se retrouve avec un score de 713 et 2529, un score en net retrait face aux deux ténors du milieu de gamme qui sont le Kirin 935 sur l'Honor 7 et le Helio X10 qui est sur le Meizu MX5 par exemple. On se retrouve aussi en dessous d'un Snapdragon 801 alors que là on est en 8 cœurs. Donc c'est un vrai ratage pour ce processeur pour moi en termes de côté processeur puisqu'il n'a pas réussi à tenir ses promesses entre guillemets si je puis le dire. Avec le Cortex A53 ils n'ont pas réussi à le maîtriser et ce qui fait qu'il est en retrait. Donc ici, on peut voir qu'on est plus proche, on est en dessous d'un Snapdragon 800. Il faut savoir que le Helio X10, lui, était aux alentours de 800-900. Là, on est à 713. Pareil aussi pour le Kirin 935. Ici, on se retrouve en dessous d'un Snapdragon 801. Il faut savoir que même avec les mises à jour, il a même de meilleurs scores. On est à l'équivalent du Snapdragon 800 du Nexus 5 ou de l'Exynos 5 Octa du Note 10.1. Donc, c'est vraiment pas terrible. Il a des performances en deçà, ce qui fait qu'il devrait être plus limité dans le temps. Et ça, c'est problématique, je trouve, pour un milieu de gamme. Il a extrêmement mal vieilli entre le moment où il est sorti ou maintenant. Et c'est vraiment dommage. Ce qu'il rattrape, c'est plus au niveau des graphismes. Donc on se retrouve sur GFX Bench, donc le fameux benchmark comparatif sur la puce graphique, en fait en termes de graphisme. Donc j'ai commencé à comparer avec le Meizu MX5 qui est donc équipé d'un Helio X10 et en termes de prix en sortie, on est quasiment équivalent, 400€ pour le MX5, 380 pour le Moto X-Play, même s'il a descendu ces derniers temps. Donc on peut voir en termes de graphisme, on est entre 50 et 70% sur Manhattan. Sur T-Rex, on est entre 70% meilleur du côté du MX5, donc du Helio X10. En fait, sur tous les benchmarks, il se fait dépasser. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. On est vraiment très loin de ce que c'est normalement nous fournir Qualcomm, qui a toujours su se défendre très très bien en termes de graphisme, même si du côté processeur c'était toujours un peu moins bien. Et c'est ce qui revient malheureusement. Il arrive encore à se défendre, mais il commence sérieusement à se faire dépasser, pourtant en étant sur la même génération. Donc c'est assez dommage. Si on cherche le Honor 7, donc d'accord. Forcément, il faut bien que ça plante. Première fois que d'ailleurs que GFX plante pendant des recherches. Ensuite le Kirin 935, normalement, le Kirin 935, il est moins bon. Donc s'il veut bien me l'afficher. Alors, on va chercher donc le Honor 7. Donc la Honor 4C, Honor 6, Honor 7. Alors il faut déjà savoir qu'il fait moins bon que l'Honor 6. Honor 6 Plus qui est sur le Kirin 920, il fait 40% de moins, 10% de moins sur T-Rex. C'est à peu près équivalent sur l'Honor 7. Comme j'ai dit, c'est un peu moins bien, mais voilà. Là, il fait un petit peu mieux sur Manhattan, vraiment moins bon sur T-Rex, c'est quelque chose qui était revenu. Et comme on peut voir, c'est la puce
qui est c'est assez bizarre. Et sur l'Honor 4C, voilà, on est sur de l'équivalent. Non, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a qu'est-ce qu'il y a sous Adreno 405? Il y a le Idol 3. On va prendre. Alors, c'est pas forcément une référence. Idol 3, donc ouais, Idol 3, on est sur des scores à peu près pareils. Donc voilà, donc c'est une puce qui commence sérieusement à prendre, à vieillir, on va dire, qui est pas du tout à la hauteur de ce que nous sait nous faire Qualcomm d'habitude. Donc c'est une petite déception sur ce processeur voilà, qui commence à se faire carrément rouler dessus par les plus gros. Donc là, on vient de voir le Helio X10 avec sur le MX5 qui vient, qui fait très mal. Même le Kirin 935 arrive quand même à lui tenir tête malgré un processeur graphique qui date. Donc ça, c'est le souci, c'est que graphiquement, il suit pas trop, donc c'est dommage. Petit dernier, vu que là, il est descendu, il est un peu moins de 300 €, on a le MX4 qui est avec en fait même processeur graphique, et pourtant il fait toujours meilleur, donc il est un peu moins performant globalement, mais il est quand même un peu meilleur hein, sur pas mal de petits points. Alors certes moins que le Helio X10, mais c'est pas très loin, hein. Et ça c'est dû aux améliorations logicielles, donc les drivers, les pilotes du processeur, et ça qui permet tout ça, mais il reste quand même meilleur. Donc bon, c'est une déception là-dessus. Il fait pas mieux que des processeurs sortis l'année dernière, des processeurs Mediatek qui étaient sortis l'année dernière. Et dernier comparatif, allez, allons plus loin. On va prendre le S5 par exemple. Donc S5, qu'est-ce qui va me sortir? Adreno 420, Adreno. Voilà. Et là, on peut voir donc le S5 classique que l'on connaît. Et là, il se fait littéralement rouler dessus aussi en termes de graphisme. Donc, il n'est pas du tout équivalent au Snapdragon 800. Il est vraiment en dessous. Et c'est vraiment dommage. Malheureusement, c'est incompréhensible d'avoir. C'est vraiment dommage. On sent que Qualcomm n'a pas mis tout son cœur sur ce processeur. On sent qu'il était là peut-être un peu pour combler. Je saurais pas trop dire. Et il commence à se faire distancer sérieusement par ses concurrents. Niveau jeu, donc on va aller regarder. Donc là, on va regarder pas forcément un jeu des plus intéressants en termes de graphisme, mais plus au niveau du gyroscope. Alors malheureusement, il ne sert pas beaucoup pour la surcouche, mais au moins pour tout ce qui est jeux qui demanderont une certaine précision, il sera quand même de bonne qualité. Donc c'est au moins un moindre mal. En jeu, on ne ressentira pas ce manque, et tant mieux. Par contre, pour les jeux qui seront peut-être trouvables un peu plus complexes, effectivement, le manque de gyroscope pourra se ressentir. Au niveau, par contre, des graphismes, alors, déjà, Modern Combat 5 ne veut pas se lancer chez moi. Et je sais pas pourquoi elle n'a pas envie. Et je drifte très bien. Et même là, pour un jeu très léger, on sent de légers lags. Comme un peu à la... Comme la surcouche, en fait. C'est à peu près fluide. Parfois, il y a des lags. Alors que pourtant le jeu en lui-même n'est pas très lourd, donc c'est assez étonnant. Mais voilà, c'est le problème du S615, c'est qu'il se fait complètement battre aujourd'hui par ses concurrents, et même sur des petits jeux, on sent que l'appareil n'est pas trop fait pour du 1080p, et je pense que actuellement ça se ressent. Le processeur est un peu trop limite en termes de graphisme. On est sur Modern Combat 5, donc l'un des jeux les plus consommateurs de graphisme sur mobile. Alors, première chose qu'on ressent tout de suite, c'est que le jeu n'est pas en 1080p, mais il est en 720, et ça se ressent vraiment. Alors, je vais le montrer juste avant. On ne parlera pas de l'IA qui est juste inexistante sur ce jeu, c'est-à-dire que les mecs n'ont tout simplement pas de cerveau. En fait, on peut le voir ici, il y a énormément d'aliasing, chose qu'il n'y a même pas sur le Helio X10 ni sur le Kirin 935. Ça reste quand même un peu plus joli, mais là, il y a clairement quelque chose qui va pas. Les ombres sont un peu à la ramasse et tout, et c'est bien plus voyant sur ce S615 que sur les autres. Alors, l'avantage quand même de ce processeur, c'est que c'est quand même assez voyant, hein. C'est que les jeux sont optimisés Qualcomm, parce que globalement Qualcomm, il faut l'avouer, c'est extrêmement répandu. Donc forcément, il y a un maximum de jeux qui sera compatible, mais il y a clairement, au niveau des graphismes, on est un peu en retrait, surtout face au Helio X10, du Redmi Note 2, du S800, beaucoup de processeurs qui sont trouvables au même prix. Kirin 935 peut-être un peu moins, mais
la plupart des processeurs, notamment le S800 chez Qualcomm, hein, pour rester chez eux, clairement, c'est pas du tout la même chose. Et comme on a vu, il y a des jeux où c'est pas très fluide. Donc, c'est le souci, c'est que c'est pas un. Oh, je suis mort dans Modern Combat. Je suis tellement outré là, je suis mort dans Modern Combat. Donc voilà, c'est le souci, c'est que on se retrouvera. Je fais un zoom, mais on voit clairement hein, les. C'est pas en 1080p, ça se voit tout de suite. Donc c'est bon, c'est la puce Qualcomm, c'est le S615. On est clairement en retrait. Après, bon, le jeu est fluide, mais c'est bon. Heureusement, sur du Qualcomm, comme je dis, c'est très répandu, ce qui fait que bon, la plupart des jeux sont quand même optimisés pour que ce soit fluide. Donc voilà. Mais voilà, c'est une puce qui n'est pas très performante et dans le temps, sur les prochains jeux, il faudra pas s'attendre à voir les graphismes au max ou même dans un quelque chose de. Enfin, ce sera moins bien que la concurrence. Et ce sera toujours vraiment moins bien, comme on l'a vu dans les benchmarks, vraiment moins bien que le S800, S801. On se retrouve sur donc un petit Goat Simulator pour finir. Donc Goat Simulator, bon, c'est pas un jeu qui prend forcément beaucoup de ressources, mais c'est quand même, hop, on peut shooter, puis bon, c'est marrant à voir. Après, bon, ça reste du Goat Simulator, niveau graphisme, c'est pas ce qu'il y a de plus gourmand en énergie, hein, clairement. Après, on peut voir, voilà, bon, c'est, même si je trouve que ça pop un petit peu à l'arrache, hein, au niveau des corps. Mais bon, après, voilà, c'est une puce qui, pour moi, c'est surtout dans le temps, autant aujourd'hui, tous les, comment dire, voilà, tous les jeux vont passer dessus. Le problème, c'est dans le temps et puis même c'est face aux concurrents. C'est-à-dire que aux concurrents, sur des mêmes jeux, on aura des détails en moins, on aura des choses en moins et puis ça peut se ressentir aussi à force. Le seul truc qui le sauve vraiment, c'est que c'est du Qualcomm. Donc Qualcomm, c'est extrêmement répandu, en tout cas jusqu'à maintenant, et ça le sauve. Mais face à ses concurrents directs, je vais reculer. Face à ses concurrents directs que sont. Je me semblais pas sur les autres tests que c'était aussi abusé que ça pour faire apparaître les décors. Les S800, les LUX10 surtout, bah, malheureusement, il fait vraiment pas le poids. Quoi. Surtout, moi, le plus gros problème, c'est que face au S801, quoi, ce qui est de chez Qualcomm aussi, et à des S801, on a à 200, 300 et 400 euros, on en trouve à l'appel. Alors que du S615, on en trouve à l'appel aussi, on en trouve aussi très très cher. Et niveau performance, on est en dessous, mais partout. Vraiment partout. Et c'est étonnant que bah, on le voit à ce prix-là, alors qu'il n'a strictement rien de spécial. Alors que dire sur ce Moto X-Play? Eh bien, pour moi, c'est un téléphone qui avait peut-être la prétention de se mettre en termes de milieu de gamme sur les motos, ce qui me manquait un petit peu, puisqu'on avait l'entrée de gamme avec le Moto E. Le Moto G est arrivé à 200 euros et a fait forte impression, ce qui a redonné beaucoup de crédit à Motorola. Les Moto X avec leur écran AMOLED et le système AC Display permettaient de les différencier des autres et surtout avoir aussi AOSP, les mises à jour rapidement. Et en fait, là, on se retrouve avec un mobile qui, bah, il rentre pas totalement. Pour moi, c'est pas un vrai Motorola. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Et ça, je vais m'expliquer rapidement dans la conclusion. Donc, alors, c'est simple, hein, c'est le design qui fait pas vraiment Motorola déjà. Il fait très baroudeur, mais il y a quelque chose qui fait que dans le design, en fait, c'est surtout au niveau des bordures de l'ensemble que ça fait pas très Motorola. Au niveau de la façade, c'est ressemblant à Motorola, on a les deux haut-parleurs de ça, mais on n'a pas non plus, c'est pas comme l'X-Style, c'est différent, des différents haut-parleurs, c'est pas pareil, même si je les trouve plus classe et mieux intégrés, c'est pas pareil, ça le rend différent, et c'est deux choses déjà qui sont déjà importantes. L'autre chose, et pour moi l'une des plus importantes, ce qui fait qu'un Motorola, c'est AC Display. Surtout un Moto X. Qu'est-ce qui fait que c'est un Moto X? C'est AC Display. Alors, AC Display, normalement, c'est trois piliers. C'est les capteurs de proximité, c'est le gyroscope et le truc, l'écran AMOLED. Et ces trois-là, sur cet appareil, sont inexistants. Et donc, je trouve ça extrêmement dommage de les avoir enlevés, c'est ce qui fait la force de Motorola. Et le plus étrange, c'est que pourtant, pendant la présentation, l'écran AMOLED devait être de la partie. C'était aussi un mobile que j'attendais énormément, dû au fait que j'avais énormément apprécié le Moto X 2014 et
Et sont dans l'ensemble, donc le fait AC Display, AMOLED, les mises à jour rapides, AOSP, et que c'était très très bien optimisé. Sauf que tout ça, au final, on les a pas, quoi. C'est-à-dire que le design en lui-même, il fait grossier, il fait pas très Motorola. Il fait baroudeur, mais pas très Motorola. L'optimisation logicielle, pour l'instant, elle est pas terrible. Pas d'AMOLED et pas de AC Display. Et déjà, pour moi, ça fait pas un très bon Motorola. Ce qui fait sa force, en fait, à ce téléphone, c'est ses 3600 mAh et AOSP, qui est pas difficile à trouver. Le problème, c'est qu'à sa sortie, il était à 3600 mAh. Et face à d'autres téléphones, tels que le Honor 7, par exemple, que j'ai pu tester, il était moins intéressant, au vu des différents problèmes que j'ai rencontrés. Même face au Redmi Note, même si c'est de l'import, c'est un peu particulier. Mais il reste en deçà sur énormément de points. Donc c'est aussi très problématique, je trouve, pour un téléphone à 380 euros tout de même. Euh, il est aussi, face au Moto X 2014, il est mis en défaut sur plusieurs points, sur même trop de points. Donc la finition, enfin voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, la différence entre un choix entre un Moto X 2014 et celui-là, c'est simple, c'est la finition qui est meilleure. Sur le Moto X 2014, j'entends bien. Donc la finition qui est bien meilleure, écran AMOLED, AC Display, l'optimisation qui est bien meilleure, le Snapdragon 800 qui est bien meilleur. L'autonomie reste en deçà, bien évidemment, et heureusement, parce qu'il a fait 2300 mAh sur Moto X, même si j'étais très étonné de l'autonomie. L'appareil photo, ils se défendent bien tous les deux. Pour moi, le Moto X 2014 est bien plus intéressant à acheter aujourd'hui que celui-là. Celui-là, il faut l'acheter vraiment pour deux raisons. Vous voulez à la fois AOSP et vous voulez à la fois 3600 mAh, une grosse autonomie, ce qui peut se comprendre. Mais au-delà de ça, vous avez en face, qu'est-ce que vous avez surtout? C'est la filiale de chez Lenovo, le ZUK ou ZUKA, je ne sais plus exactement comment il faut les appeler, donc ZUK, qui est donc une filiale de Lenovo, qui est sur le même concept que OnePlus, et qui a sorti un téléphone en 5.5 pouces, en aluminium, avec un lecteur d'empreintes, avec un Snapdragon 801, avec une batterie de 4100 mAh, et tout ça pour environ 300 euros. Alors comment ensuite justifier le prix de ce téléphone, sachant que vous pouvez avoir vraiment mieux, et pas forcément d'import, hein, c'est-à-dire que vous voulez l'acheter en Europe, et peut-être même sur Amazon, etc., pour ce prix-là. Alors, l'intérêt de ce téléphone est vraiment ultra limité. Je trouve que c'est une déception, c'est une vraie déception sur trop de points au final, et c'est dommage. Donc autant le Moto X-Style peut être plus intéressant, donc j'essaierai de l'avoir en test, autant celui-là, voilà, pour moi c'est un bon téléphone, mais c'est pas un bon Motorola, et face au marché, il a des choses qui ne sont pas, je dirais, acceptables, même si dans le cas présent, c'est un très bon téléphone en général, et il se retrouve même avec ODR à moins de 300 euros aujourd'hui. Il peut se trouver vite très, très bas. Je pense que c'est Motorola qui a décidé que ce serait très bas par rapport au marché, parce qu'il y a trop de concurrents. Il y a une concurrence très très forte en milieu de gamme cette année, et les concurrents sont bien plus, comment dire, ils sont bien plus agressifs que Motorola sur ce segment. Ils ont essayé de faire quelque chose pour combler entre le Moto G et le Moto X haut de gamme. Le milieu de gamme, pour moi, c'est un milieu de gamme avec trop de concessions et pas assez d'ambition, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est dommage. Je suis déçu. C'est vraiment un mobile qui m'a déçu. Donc après, comme je l'ai dit, c'est un mobile qui tournera bien. Si vous voulez une grosse autonomie, c'est bien. Mais vous avez mieux ailleurs, et peut-être aussi, donc voilà, pour aussi cher, voire moins cher par rapport à quand il est sorti. Après, à vous de voir. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Moi, je m'attendais à mieux que ça, en tout cas vraiment mieux que ça. Et le marché a vraiment été très agressif cette année en milieu de gamme. Même les milieux de gamme, enfin les hauts de gamme de l'année dernière sont peut-être plus intéressants que celui-là. Donc voilà, c'est particulier. Je suis extrêmement mitigé par ce modèle. Alors peut-être que l'année prochaine ce sera mieux. Et peut-être aussi, et je terminerai là-dessus, que le fait que j'étais déçu par l'appareil, c'est peut-être pour son appellation Moto X. Parce que quand on appelle le téléphone un Moto X, on s'attend à un Moto X, c'est-à-dire quelque chose de plutôt haut de gamme, de très bien fini, de performant, avec l'AC Display, enfin tout ce qui fait un Motorola. Et je pense qu'un autre nom déjà aurait permis de de mieux le mettre, comment dire, à part du Moto X. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que Motorola revoie. Donc si vous me regardez mon test,
N'hésitez pas à réfléchir là-dessus parce que je pense que, en tout cas pour moi, ça a une grosse incidence aussi sur le jugement de l'appareil, au-delà du prix, par rapport à ce que je m'attendais. Parce que je m'attendais à un Moto X, et même on peut voir sur la boîte, hein, qu'est-ce qui ressort, c'est Moto X. Hein. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec un Moto X-Style. Il a strictement aucun rapport. C'est un téléphone sous AOSP avec une grosse batterie. Donc sur ce, à bientôt pour un prochain test sur AndroGames.fr. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ce modèle pour ceux qui l'ont et ceux qui connaissent un peu le marché. Sur ce, à bientôt sur AndroGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroGames.fr.